Donc du coup, comme je l'expliquais en préambule du Café Normand, j'ai prévu de parler du fonctionnement, du rôle du gouvernement dans la Cinquième République française. J'ai prévu pour ça de m'appuyer, oui, sur une actualité politique qui est la situation avec Michel Barnier, du fait qu'il vient d'être nommé Premier ministre et qu'il a la charge de nommer son gouvernement. Donc je vais m'appuyer globalement pendant tout ce live sur cet article du Monde, écrit par William Oduro et Maxime Vaudano, publié le 5 septembre 2024, donc il y a pratiquement une semaine, mais qui est finalement encore toujours d'actualité, et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on va lire cet article. Donc, 51 jours après la démission de Gabriel Attal, Emmanuel Macron a enfin nommé, jeudi 5 septembre, un Premier ministre en la personne de Michel Barnier. Une annonce qui ne met pas un terme à la crise politique et ouvre la voie à de nouvelles questions dans une situation qui reste éminemment incertaine. Bon, d'aucuns diraient aussi éminemment politique, hein, mais ça c'est, j'ai envie de dire, une private joke. On va commencer donc par la première question que soulève cet article du Monde, à savoir qui choisit les ministres. Ensuite, on verra un petit peu ce qu'ils font, mais voilà. Qui choisit les ministres? Il se trouve que du coup, l'article 8 de la Constitution confère au président de la République le pouvoir de nommer les membres du gouvernement. C'est le président de la République qui fait une déclaration, que ce soit une déclaration écrite ou orale, euh, en affirmant qu'il nomme un Premier ministre. Le Premier ministre, en France, sous la Ve République, il est le chef du gouvernement. C'est lui qui mène la politique de la France, tandis que le chef de l'État enfin, le président de la République est chef de l'État. C'est lui qui dirige l'État. Donc il y a vraiment deux missions pour deux personnages différents de l'État. Le Premier ministre, c'est vraiment lui qui va mener toute la politique de l'État, sur la scène intérieure comme sur la scène extérieure. De l'autre côté, le président de la République, il va impulser l'action du gouvernement et il va aussi représenter la France. Mais vous voyez, ce sont deux missions quand même bien différentes, mais qui ne sont pas incompatibles les unes entre les autres. Donc, le président de la République, il nomme le Premier ministre en s'appuyant sur la représentation du Parlement telle qu'elle est actuellement, et notamment de l'Assemblée nationale. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Alors, Lévia Tamps, bonjour à toi, bienvenue sur ce stream politique où on explique le rôle du gouvernement au sein de la Cinquième République. N'hésite pas à me dire si j'ai bien prononce ça comme Léviathan. Très bien. Ah bah oui, Léviathan, ok. J'allais justement te demander si j'avais bien prononcé ton pseudo. Et bah, je te remercie d'avoir pris les devants pour m'assurer de la bonne prononciation de ton pseudo. Bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne. Je vois que c'est la première fois que tu utilises ce chat. Donc bienvenue sur de nouveaux formats qui sont lancés dans le cadre du lancement de cette chaîne. On fait trois choses principalement sur cette chaîne, de la politique, de la pédagogie et des jeux vidéo, qui sont les trois grandes passions qui m'animent et que j'ai envie de faire découvrir aux autres. La politique, je la fais sous différents formats. Hier, donc qui revient l'événement qui revient tous les lundis de 15h à 17h, c'est l'agenda politique. On revient sur tout l'agenda de la semaine qui vient de se terminer pour passer à celui de la semaine à venir. Ça me permet à la fois de vulgariser les éléments qui sont dits, et en même temps parfois de donner un petit peu ma vision des choses. Mais le but de mes streams et de mon contenu politique est avant tout, hop, est avant tout de donner des clés de compréhension, de faire de la pédagogie pour que les personnes qui se disent éloignées du monde politique, qui se disent incapables de comprendre, puissent justement avoir les clés entre les mains pour comprendre ce qu'il se passe, comprendre ce qui est dit et pourquoi pas se faire une opinion. Donc c'est un petit peu ce que je vise avec ce contenu politique. Donc le contenu politique, c'est principalement le lundi et le mardi. Et là, actuellement, nous sommes dans le Café Normand, où on fait du b.a.-ba politique, où j'isole un fait politique
Et là, je fais de la vulgarisation et de la pédagogie en long, en large et en travers pour répondre à toutes les questions du chat. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Tu viens d'un domaine d'expertise ou pédagogique initiale. Oui, alors effectivement, en fait, je suis historien de formation, formateur de profession, et donc j'ai développé toutes les méthodes et techniques pour faire de la pédagogie et pour allier différents outils pour que les personnes puissent justement comprendre un petit peu ce qu'il en est question et que je puisse justement remédier aux difficultés si jamais elles en ont. Donc là, nous sommes dans le café normand et j'ai choisi pour ce premier café normand, pour ce premier b.a.-ba politique, de parler du rôle du gouvernement dans la cinquième politique avec comme point d'assise, comme point d'accroche finalement, la situation du gouvernement actuellement avec la nomination de Michel Barnier. Pour terminer, et après cinquième République, j'ai dit quoi? Et non cinquième politique. Ah, d'accord. Ok. Bon, ma langue a fourché. Faut dire, je vais dire tellement de choses que je vais forcément avoir des petites bafouilles comme ça. Je m'en excuse par avance. Juste avant que je reprenne ce que je disais justement, je t'invite, Léviathan, et tous ceux qui regardent ce stream, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, quoi que ce soit, à le formaliser dans le chat pour que ce soit moins un monologue et plus vraiment un dialogue, un échange, pour m'assurer que tout ce que je vais expliquer trouvera écho auprès de vos oreilles et que toutes les questions que vous pourrez me soumettre trouveront eux aussi un écho auprès de mes oreilles. Voilà un petit peu donc pour synthétiser le café normand. Et donc j'étais en train d'expliquer un petit peu au niveau de la Constitution quel était le rôle du gouvernement et surtout quelle était la différence avec le président de la République. Pour justement bien faire la différence. Donc je vais reprendre justement la première question de cet article du Monde qui disait que la personne qui choisit les ministres, c'est le président de la République. C'est la constitution de la Cinquième République, donc c'est le texte fondateur de notre régime politique, qui dit qui peut faire quoi, comment et dans quelles conditions. Et donc, en fait, la Constitution dit que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre, il a en charge la conduite de la politique de l'État, à ne pas confondre avec le rôle du président de la République, qui doit initier l'action du gouvernement et représenter l'État. Il y a vraiment deux fonctions qui sont très différentes entre le Premier ministre et le président de la République, mais dont les prérogatives ne sont pas irréconciliable, indissociable, si je puis dire, puisque justement la France a souvent été amenée à voir son président et son premier ministre travailler ensemble pour le bien de la France. À vous de définir ensuite la notion du bien pour la France en fonction de votre bord politique. Donc voilà un petit peu pour le Premier ministre. Ensuite, il y a les différents ministres qui sont eux aussi nommés. Là, l'article du Monde nous dit que il doit le faire sur la proposition du Premier ministre. Puisqu'en fait, c'est au Premier ministre, qui est issu de la représentation du Parlement, de former son gouvernement. Mais en tant que tel, si on prend stricto sensu l'application de la Constitution, c'est bien le président de la République qui doit nommer le Premier ministre et les ministres. Mais c'est bien le Premier ministre qui dit, en fait, moi je veux tel ministre à tel poste, tel ministre à tel poste, tel ministre à tel poste. Si ça plaît au président de la République, eh ben, il dit, bah, j'annonce que machin sera ministre de truc, que bidule sera ministre de machin, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un véritable travail commun entre le président de la République et le Premier ministre pour former donc ce grand gouvernement pour diriger la France. Dans la pratique, justement, c'est ce que dit cet article du Monde, la composition du gouvernement résulte généralement d'un compromis entre les deux têtes de l'exécutif, ici Emmanuel Macron et Michel Barnier, respectivement président de la République et Premier ministre. Et dans le cas présent, ils devront tenir compte des différentes sensibilités présentes à l'Assemblée nationale
en nommant des personnalités qui pourront garantir au sein de l'hémicycle le soutien le plus large possible au nouveau gouvernement pour éviter une motion de censure. Alors là, beaucoup de mots sur lesquels je vais pouvoir faire de la pédagogie là-dessus pour bien expliquer tout ce dont il s'agit. Michel Barnier va devoir nommer des membres des différents partis politiques en fonction de la représentation qu'ils ont à l'Assemblée nationale. Car dans la Constitution, toujours celle de la Ve République, puisque c'est notre régime actuel, le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et les ministres, sont, on appelle ça, responsables devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la politique qui est menée par le gouvernement, eh bien, elle est soumise à critique vis-à-vis de l'Assemblée nationale. À tout moment, et je dis bien l'Assemblée nationale et pas le Parlement. Le Sénat n'a pas la capacité, enfin, elle l'a en partie, mais je préfère pour l'instant, d'entrée de jeu, de dire que c'est surtout une prérogative de l'Assemblée nationale, la chambre basse de la République. L'Assemblée nationale peut à tout moment dire au gouvernement, votre politique est bien menée, on décide enfin, on vous fait confiance. Ou à l'inverse, à tout moment, l'Assemblée nationale peut dire, nous en avons marre de votre politique, nous considérons que vous faites du tort à la France, nous décidons que c'en est trop pour nous, nous vous dégageons. Donc c'est ce qu'on appelle la motion de censure. Un gouvernement, donc, il vit dans le temps au gré des alliances politiques à l'Assemblée nationale. J'en ai parlé hier, notamment pendant l'agenda politique, mais nous sommes dans une situation un petit peu compliquée pour le gouvernement en cours de formation, puisque du coup, ce gouvernement doit réunir une majorité des députés derrière eux pour pouvoir échapper à une motion de censure. Puisque si vous avez plus de députés qui sont avec vous que de députés qui sont contre vous, eh ben vous ne pouvez pas être renversé. C'est ce qui s'appelle justement le fait majoritaire dans la Ve République. Or, les résultats des élections législatives anticipées de 2024 ont complètement renvoyé au pénat grec le principe de fait majoritaire. Nous nous retrouvons actuellement avec une assemblée nationale avec plusieurs partis et coalitions qui chacun n'arrive pas à avoir l'ascendant l'un sur l'autre. Et c'est ce qui a fait notamment qu'il a fallu pratiquement 2 mois pour qu'un nouveau Premier ministre soit nommé au gré des alliances et des coalitions politiques. Est-ce que pour l'instant tout va bien pour vous? Ok, super. Je vous remercie de vos retours. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, qu'importe les questions d'ailleurs, posez-les volontiers dans le chat pour que je puisse y répondre. Donc globalement, voilà ce qu'il en est par rapport au choix des ministres et comment ça s'organise dans les faits. Donc vous voyez que en fait le président de la République ne peut pas nommer n'importe qui Premier ministre et le Premier ministre ne peut pas choisir n'importe qui comme ministre. En soi, la Constitution le permet. Mais c'est juste que comme le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, suffit que le Premier ministre nomme des ministres qui ne soient pas du tout au goût de la majorité des députés, ils se font renvoyer via une motion de censure. Donc c'est là toute la différence entre la Constitution telle qu'elle est écrite et l'application de la Constitution, justement. Puisque dans les faits, en fait, au niveau des postes de Premier ministre et de ministre, en fait, n'importe qui, le commun des mortels, peut être nommé ministre sur proposition justement du Premier ministre et nomination du président de la République. Mais dans l'idée, il faut bien que ce soit des personnalités qui soient connues et soutenues par des partis politiques pour qu'ils puissent avoir le soutien de l'Assemblée nationale, puisqu'ils rendent des comptes à cette institution. Donc voilà pour qui choisit les ministres. Deuxième question que pose cet article du Monde, quand les ministres seront-ils nommés? Là, on est sur quelque chose d'intimement actuel, puisque d'ordinaire, il n'y a pas trop d'attente entre les nominations de ministres.
On remarquera que cette république a clairement été conçue pour fonctionner dans un moment de clivage national bilatéral et non pour une situation de clivage multiple comme aujourd'hui. Effectivement, c'est la conclusion à laquelle de nombreux politologues et essayistes politiques en arrivent, c'est que la Ve République a été conçue pour pour un bipartisianisme, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait qu'il y ait deux partis politiques représentés qui finalement alternent un petit peu. Et là, on se retrouve dans une situation de tripartisation de la vie politique. Il y a trois grands partis politiques, trois grandes coalitions représentées à l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale n'est plus capable de remplir ses missions avec cette tripartisation qui est pratiquement égale en plus en termes de postes. Puisqu'on pourrait avoir en soi, on pourrait avoir une tripartisation, mais qui donne une majorité absolue, un bloc, et le restant qui est divisé entre deux autres ensembles politiques. Mais là, on se retrouve dans une situation où les trois grandes coalitions sont pratiquement à 30 et 30% des voix des partis peu ou prou, hein. Bien sûr, il y a quand même certains qui sont au-dessus et d'autres en dessous, mais voilà, il y a pratiquement une égalité en termes de sièges de députés pour l'Assemblée nationale, et donc ça rend de fait compliqué la nomination du gouvernement. Et c'est tout ce qui anime le contexte politique actuel. Donc sur le calendrier des ministres, aucun calendrier formel ne s'impose à Michel Barnier et Emmanuel Macron. Dans la pratique, d'ordinaire, juste avant cette crise politique dans laquelle nous sommes, il s'écoule en général quelques jours entre l'annonce du Premier ministre et la composition du gouvernement, le temps de solliciter les intéressés et de mener des vérifications sur leur probité auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HAPTV, la HATVP. Ah, ça y est, je fais des anagrammes comment on appelle ça, euh, j'ai oublié le nom. Quand on réduit les... Ah zut, bref, c'est pas grave, ça me reviendra par la suite. Mais voilà, il faut savoir que d'ordinaire, justement, dans ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est-à-dire quand un parti ou une coalition a une majorité absolue, c'est-à-dire plus que la moitié des sièges de l'Assemblée nationale, c'est très facile de nommer un Premier ministre. On prend celui qui fait le plus l'unanimité, et ensuite, dans le parti au pouvoir, on prend un certain nombre de ministres qui se déclarent intéressés à l'idée d'être au gouvernement. Hop, le gouvernement est nommé, il est en service, il rend des comptes à l'Assemblée, bref, tout fonctionne. Là, c'est plus compliqué puisque le gouvernement doit s'appuyer sur différentes figures politiques pour pouvoir fonctionner. D'autant plus que depuis, alors il me semble que c'est 2018 ou 2019, il y a eu une loi sur la transparence de la vie politique et de la vie publique, qui a notamment créé cette haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui fait qu'en fait maintenant, tout grand acteur de l'État, qu'il soit ministre, président de chambre, il me semble, etc., est soumis à ce qu'on appelle un contrôle de probité, c'est-à-dire on vérifie que leur fonction ne crée pas un conflit d'intérêts, ou bien un cumul de mandats, et ils doivent aussi, pour pouvoir être nommés, publier leur déclaration de patrimoine pour savoir en fait combien de patrimoine ils ont, pour savoir justement euh, oui, voilà, combien ils ont en termes de patrimoine mobilier et immobilier. Et donc tout ça est publié pour être accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès aux informations auprès de la HATVP, de toutes les personnalités publiques de la Ve République. Donc c'est le cas, il me semble, pour la présidence de la République, pour le Premier ministre et les ministres, bien évidemment. Il me semble que c'est aussi le cas pour les députés et les sénateurs, et peut-être pour les exécutifs régionaux, mais là j'en suis moins sûr. Je vérifierai ça à l'occasion. Ça pourrait être l'occasion justement de vérifier ça pour un prochain live, tiens. Donc je reprends sur le calendrier des ministères. Il avait ainsi fallu attendre 4 jours pour connaître la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne en mai 2022.
En début d'année, le gouvernement de Gabriel Attal avait quant à lui été composé en deux temps. Une première liste de ministres de plein exercice dévoilée au bout de 2 jours, puis près d'un mois d'attente avant la nomination des ministres délégués et secrétaires d'État. Là encore une fois, c'est très intéressant, beaucoup de termes techniques que je vais pouvoir expliciter pour que tout le monde ici puisse comprendre. Donc, vous voyez, on parle notamment d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. Emmanuel Macron a été élu président de la République en 2017, réélu en 2022. Et il aura eu plusieurs premiers ministres pour mener sa politique depuis qu'il est élu, depuis 7 ans en fait. Voilà. Il y aura eu notamment Édouard Philippe au début, entre 2007, 2017 et 2020. Ensuite, c'est Jean Castex qui lui aura succédé de 2020 à 2022. Quand il a été réélu en 2022, il a choisi de nommer Elisabeth Borne première ministre. Elle a ensuite mis fin à ses fonctions début 2023. Jean Castex! Ah, mais je sais pas le faire aussi bien que Usul. En soi, oui, la tentation est grande, mais j'ai envie vous savez, dans le cadre de ce que j'expliquais en lançant ma chaîne, cynisme mesuré et bienveillance absolue, c'est-à-dire de ne pas émettre de critiques et de discrimination sur les personnes, et donc que ce soit sur leur genre, leur sexe, leur orientation politique, sexuelle, leur façon de s'habiller ou bien leur accent. J'ai envie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Alors bien sûr, oui, on peut dire Jean Castex parce que voilà, c'était un, comment dire, un édile du sud de la France, et donc il était connu pour son accent chantant, mais voilà, je choisis de prononcer Jean Castex pour ne pas faire de discrimination à l'accent. Donc disais-je, après la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, Elisabeth Borne et ensuite Gabriel Attal en début d'année 2024. Oui, c'est ça, 2024. Euh, voilà. Et donc Gabriel Attal a dû mettre fin, a dû présenter sa démission au président de la République, puisque les élections législatives ont changé la couleur politique de l'Assemblée, et donc l'ancienne majorité présidentielle que l'on appelait, c'est-à-dire le parti qui soutenait le président de la République, a perdu sa majorité et est devenu en situation de minorité présidentielle. Et donc, le Premier ministre ne correspond plus aux couleurs de l'Assemblée nationale. C'est donc pour ça qu'il a démissionné. Vous voyez qu'en fait, pendant le mandat d'un président de la République, il peut changer de Premier ministre autant de fois qu'il le faut. Autant de fois qu'il le faut, autant de fois qu'il le veut. C'est d'ailleurs quelque chose qui est finalement un petit peu, on pourrait dire, hérité de la 4ème République, en considérant que finalement on peut changer de gouvernement comme on veut. Puisque sous la 4ème République, en fait, il y avait une instabilité politique et des changements de gouvernement très fréquents. Les gouvernements les plus longs, il me semble, ont tenu dans les alentours de 9 mois, et les gouvernements les plus courts faisaient 2-3 jours grand maximum. Voilà. Mais en France, il n'y a pas de limite à la nomination de Premier ministre. Enfin, du moins, il faut que le précédent démissionne de son mandat, qu'il décide, lui, de démissionner, ou bien qu'il soit forcé à la démission, dans le cadre d'une motion de censure ou d'un autre événement qui empêche l'exercice de ses fonctions. Donc, le calendrier de fonctionnement, enfin de mandat entre le président et celui du Premier ministre est complètement différent. Et dans les faits, le rôle du Premier ministre est, on va dire, un petit peu tiraillé entre le président d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre aussi. C'est pour ça qu'il n'a pas la même longévité. Pour autant, il a des pouvoirs politiques plus importants que celui du président au niveau de l'exécutif.
Donc ensuite, voilà, ça c'est sur les différents gouvernements au sein d'Emmanuel Macron. Donc voilà, ministres de plein exercice, on les appelle les ministres d'État. Il y a un petit peu une sorte de hiérarchie finalement de ministères qui est établie en fonction de leur importance, de leur puissance et de leur rôle. Il y a ce qu'on appelle les ministères d'État qui exercent les fonctions régaliennes de l'État. Ça va être le ministère de l'Intérieur, donc pour tout ce qui est police, sécurité, le ministère de l'économie, donc pour tout ce qui est le fonctionnement économique et marchand d'un État, le ministère, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ministère régalien? Le ministère des Armées, bien sûr. Voilà, lui aussi est régalien. Euh, et après, ensuite, les autres, ils sont plus ou moins régaliens en fonction des missions que leur fixe le président de la République et le Premier ministre. Donc ça, ce sont les ministères d'État. Donc globalement, des ministres qu'on retrouve à chaque fois. Ministère du Travail, un ministère de la Santé, un ministère de l'Éducation nationale. Tout ça, ce sont des ministères d'État. C'est des postes en fait qui sont systématiquement pourvus puisqu'il y a toujours besoin d'avoir un ministère pour gérer les dossiers là-dessus. Ensuite, en dessous, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, on trouve euh, les ministres délégués, donc c'est-à-dire d'autres ministères, mais qui en fait, qui d'ordinaire, enfin, qui selon la composition du gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République ont décidé de mettre tel ministère sous tutelle, on appelle ça, de tel ministère. C'est-à-dire qu'un ministre délégué, en fait, a comme supérieur un ministre d'État au-dessus de lui. Et donc, il rend d'abord compte à ce ministre-là avant de rendre compte au Premier ministre. Donc, comme exemple que je peux citer, c'est un peu vieux, mais pour moi, c'est celui qui me vient directement en tête. Il faut savoir que avant, il y avait un grand ministère de l'Éducation nationale, et au sein de ce ministère, il y avait un petit ministère de l'enseignement supérieur pour s'occuper spécifiquement des universités. Maintenant, aujourd'hui, c'est un ministère qui est détaché, qui est indépendant de celui de l'Éducation nationale. Mais quand il a été créé, le ministère de l'Enseignement supérieur, eh bien, en fait, il était délégué du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, le ministre de l'Enseignement supérieur rendait des comptes au ministre de l'Éducation nationale. On a eu aussi pendant justement enfin, les deux quinquennats Macron, plusieurs ministres qui étaient sous tutelle, enfin qui étaient délégués auprès du ministre de l'économie. Il y avait par exemple donc Bruno Le Maire et qui est ministre démissionnaire de l'économie, avait plusieurs ministres délégués, notamment ah, je suis en train d'oublier les noms, je les avais il y a un instant, mais je suis en train de les oublier. Euh, Olivia Grégoire, qui était ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, et elle avait un autre portefeuille. Et donc, elle était enfin, elle travaillait avec Bruno Le Maire. Il y avait notamment Roland Lescure dernièrement. Je crois qu'il était ministre délégué en charge de l'énergie de l'industrie, pardon. Et notamment aussi, euh, alors c'est Agnès Pannier-Runacher, non, j'ai un doute, mais qui est, et elle, ministre déléguée à l'énergie, et qui était aussi déléguée au sein du ministère de Bruno Le Maire. Voilà. Donc c'est des ministères qui ne sont pas considérés comme indépendants et qui font partie d'un grand ministère régalien. Donc ça c'est la deuxième strate de ministères en dessous des ministères d'État. Et en dessous des ministères classiques, des ministères délégués, on trouve aussi les secrétaires d'État. Donc ils sont eux aussi considérés en tant que ministres, mais bien souvent, soit ils rendent compte directement à un ministre d'État, soit ils rendent compte à un ministre délégué qui lui rend compte à un ministre d'État. En fait, voyez ça un peu comme les branches d'un arbre qui se divisent à chaque fois, et donc bien souvent, en fait, pour s'occuper de missions très spécifiques, eh ben, on va nommer un secrétaire d'État dans le gouvernement qui va s'occuper d'un dossier ou d'une série de dossiers, d'un champ d'activité très restreint, mais qui nécessite une personne entière pour s'en occuper et donc des moyens avec un ministère, des collaborateurs, etc.
Comme exemple de secrétaire d'État, tout de suite qui me vient en tête, on peut nommer Sarah El Haïry, qui a été ministre d'État en charge du SNU, du Service National Universel, qui était un dossier, vous voyez, très spécifique d'Emmanuel Macron, qui l'a porté pendant son premier quinquennat et le début de son deuxième. Et donc, en fait, il y avait un secrétaire d'État qui était spécifiquement désigné pour s'occuper de toutes ces questions-là et de mémoire qui était sous la tutelle, je crois directement du ministre de l'Intérieur. Euh, voilà, donc c'est pour s'occuper de dossiers vraiment très techniques. Il fut un temps, l'écologie, c'était un secrétariat d'État. C'était pas un ministère de plein exercice comme il l'est aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de dire plutôt hier, puisque pour l'instant, aujourd'hui, techniquement, on n'a pas de ministre de l'écologie. Voilà. Mais donc, c'est un petit peu comment se divise toute la strate de ministères, toutes les branches que forment les gouvernements. Et donc, ça permet à la fois, en fait, de répartir les dossiers, parce que des fois, il y a des ministères qui ont beaucoup de dossiers ingérés, et pour un ministre, c'est beaucoup. Mais en même temps, ça permet aussi de voir, quand on analyse la composition d'un gouvernement, de voir quelles sont les priorités du président de la République et du Premier ministre. Parce que quand on a un gouvernement où en fait on a un ministre d'État de l'économie, plusieurs ministres délégués en charge de plusieurs dossiers techniques et une ribambelle de secrétaires d'État encore chargés de questions très spécifiques, on comprend que par exemple ce président et ce Premier ministre veulent que l'économie soit un dossier principal. Quand on a un ministère de l'Éducation nationale seul, sans aucun ministre délégué ni secrétaire d'État, on peut comprendre que c'est pas une priorité. Quand à l'inverse, on a un ministère de l'Éducation nationale avec plusieurs secrétaires d'État à l'intérieur. Vous voyez, ça permet de mesurer d'un point de vue politique le poids d'un ministère et la priorité politique d'un gouvernement sur des missions et donc ce qui permet d'établir des priorités et un agenda politique, notamment sur les projets de loi qui vont être déposés à l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu pour expliquer justement la répartition des postes entre les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Est-ce que j'ai été clair pour vous? Est-ce que vous avez bien compris comment le gouvernement se structurait? Eh ben écoutez, pour l'instant, j'ai pas de questions, pas de remarques, donc je vais continuer. Donc tout ce que je viens de dire, ça, c'est en théorie tel que le prévoit la Constitution. Or, dans le cas présent, tranquille, ok. Dans le cas présent, il n'est pas impossible que le délai pour formuler le gouvernement soit encore allongé en raison de la situation politique. Michel Barnier devra, en effet, ménager subtilement les équilibres entre les courants politiques pour maximiser ses chances d'éviter la censure d'une Assemblée nationale très divisée. Et voilà, et c'est là qu'on voit toute la différence entre la théorie et la pratique, qui est qu'en théorie, normalement, on peut nommer n'importe qui, on peut créer autant de ministères qu'on veut et les répartir comme on veut. Mais en pratique, comme le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, il faut que cette composition convienne à une plus large majorité possible des députés pour éviter une motion de censure. Que se passe-t-il entre-temps? Tant que les nouveaux ministres ne sont pas nommés, les ministres démissionnaires restent en poste pour gérer les affaires courantes comme ils le font depuis la démission du gouvernement Attal le 16 juillet. Et là, on est dans une particularité qui n'avait finalement que peu été mise en tension finalement par la constitution de la Ve République, c'est le rôle d'un gouvernement démissionnaire. Comme je vous l'ai expliqué, le gouvernement est en exercice jusqu'à ce que ils rendent les clés de ces ministères et que le Premier ministre annonce sa démission. Pour démissionner, il a deux choix. Soit spontanément, il annonce sa démission et celle de son gouvernement. Un Premier ministre, quand il démissionne, c'est tout le gouvernement qui démissionne avec lui. Hein. C'est pas moi je démissionne, mais touchez pas au ministre, c'est juste moi qui veux aller voir ailleurs. C'est tous les ministères qui sont démissionnaires en même temps.
À l'inverse, un ministre du gouvernement peut très bien démissionner sans que tout le gouvernement en entier démissionne, hein. Voilà, il y a une différence entre les deux en termes d'échelle de responsabilité, et là, auquel cas, le Premier ministre et le Président de la République nomment un nouveau ministre pour le nommer, sans avoir à refaire toute l'architecture du gouvernement. Mais quand justement le Premier ministre rend sa démission, que ce soit donc spontané ou bien via une motion de censure votée à l'Assemblée nationale, une motion de censure, c'est quand une majorité absolue des députés annonce qu'ils censurent le gouvernement, qu'ils ne veulent plus le voir en exercice. Et bien dans ce cas-là, quand la motion de censure est votée, là, le Premier ministre n'a d'autre choix que de présenter sa démission au président de la République. Quand le Premier ministre annonce sa démission, le président a deux choix. Soit il accepte la démission, auquel cas effectivement c'est fini, soit il peut choisir de refuser la démission du Premier ministre. Donc il peut lui demander de rester en poste, et il peut même justement y aller, j'ai envie de dire, presque dans le chirurgical, puisqu'en fait, il peut refuser la démission du Premier ministre et d'une partie du gouvernement. Par contre, il peut dire, bah, par contre, cette partie-là du gouvernement, je n'en veux plus, on va remanier. Voilà, donc c'est, c'est les deux choix qui sont à disposition du président de la République. D'ailleurs, justement, il est de coutume que quand il y a une élection, enfin une élection nationale, notamment à l'Assemblée nationale, le précédent Premier ministre remette sa démission d'un point de vue symbolique au président de la République au lendemain des résultats des élections législatives. Si jamais l'Assemblée nationale reste de la même couleur politique que celle du Premier ministre, le président de la République peut très bien lui dire non, tu restes en poste et je te laisse la boutique. Par contre, si c'est d'une couleur politique différente, là, c'est compliqué de ne pas refuser la démission, et donc bien souvent, il est obligé d'accepter la démission de son gouvernement. Donc, on va parler de la situation dans laquelle on est actuellement, où nous avons ce qu'on appelle des ministres démissionnaires. Parce qu'en fait, quand un gouvernement démissionne, c'est pas j'ai envie de dire, le commun des mortels dans le monde du travail, où quand on démissionne, on peut quitter notre boulot et charge à l'entreprise de remplacer le poste si elle le veut ou pas. Mais on n'a pas à rester jusqu'à ce que le poste soit pourvu. C'est l'inverse pour le gouvernement. Tant qu'un nouveau gouvernement n'est pas nommé, les ministres doivent rester néanmoins en poste jusqu'à ce que leur successeur soit nommé. C'est ce qu'on appelle des ministres démissionnaires, et c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. C'est-à-dire que les ministres ne sont plus théoriquement en fonction, mais ils doivent le rester en attendant que leur successeur soit nommé. Ce qui fait que du coup, en fait, ils continuent ce qu'on appelle à gérer les affaires courantes, c'est-à-dire les dossiers du quotidien pour que les ministères continuent à tourner. Par contre, ils n'ont plus le droit de se présenter devant l'Assemblée nationale pour dire j'ai un projet de loi, est-ce qu'on peut discuter de ce dernier? Ça ne fait plus partie des prérogatives d'un ministre démissionnaire. Il fait simplement les arbitrages, les rendez-vous, les rencontres qui permettent au ministère de continuer de fonctionner, justement en attendant que le successeur soit nommé. Et donc il se trouve que c'est notre situation politique actuelle. Nous avons un Premier ministre qui est actuellement en exercice, c'est-à-dire qu'à Matignon, il n'y a plus de Premier ministre démissionnaire. Gabriel Attal a bel et bien rendu les clés de Matignon. Néanmoins, dans tous les gouvernements, dans tous les ministères du précédent gouvernement de Gabriel Attal, les ministres sont encore actuellement en exercice en tant que ministres démissionnaires. Donc ils gèrent les affaires courantes. C'est pour ça qu'on parle de ministres démissionnaires encore actuellement en poste. Donc c'est pour ça que en fait Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Roland Lescure, etc. ils continuent à se lever tous les matins et à se rendre à leur bureau de ministre pour continuer à gérer les affaires courantes, puisque si Michel Barnier est le successeur de Gabriel Attal, pour l'instant on n'a pas de successeur pour ces personnes-là. Donc ils doivent rester et attendre leur successeur. Et par contre, à partir
partir du moment où leur successeur est nommé et qu'on a la composition du nouveau gouvernement, bah là par contre, ils peuvent faire leur carton et de mémoire, ils ont quelques heures pour vider le bureau. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et donc on est dans une situation où le pouvoir exécutif, puisque c'est la charge du gouvernement que de mettre en œuvre le pouvoir exécutif, celui d'appliquer la loi, en fait, ne peut pas fonctionner depuis la démission du gouvernement Attal, depuis donc la fin des élections législatives de juillet 2024. Donc on a un pouvoir exécutif qui n'est plus tout à fait en mesure d'appliquer ses prérogatives, et donc c'est pour ça qu'il faut un gouvernement. Puisque, rappelez-vous, c'est ce que j'ai dit, le président de la République, il représente l'État, et il impulse la politique du gouvernement, mais c'est bien le gouvernement qui fait sa politique, qui décide quels projets de loi sont en discussion, quels projets de loi sont votés dans quelle chambre, quels arrêtés, quels textes de loi, quels règlements sont mis en place pour assurer le fonctionnement de l'État au quotidien. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, ça peut tenir à court terme. Par contre, à plus ou moins long terme, ça peut devenir compliqué de ne pas avoir de gouvernement. Et c'est un petit peu ce à quoi s'échine Michel Barnier en essayant de constituer son gouvernement, donc qui serait susceptible de ne pas être censuré par l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, sitôt nommé, il pourrait être renvoyé. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Petite pause pour reposer ma voix. Ça va toujours le chat? Est-ce que ça vous intéresse tout ce que j'explique? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois revenir ou est-ce que vous aimeriez voilà, que je réexplique d'autres choses à côté? Oui, oui, bon, très bien. Le bazar des faits est toujours là. Léviathan, je sais pas si tu es toujours là. J'espère que oui, hein, voilà. Euh, et j'espère que ce que je dis t'intéresse et te passionne autant que moi, ça me passionne, parce que toutes ces questions-là, moi, m'intéressent au plus haut point. Et finalement, c'est ce que j'essaye de partager via cette chaîne Twitch. Alors. Bon, j'ai déjà en partie répondu à cette question-là, mais je vais pouvoir finalement le reformuler avec les mots des deux rédacteurs de cet article. D'anciens ministres peuvent-ils rester en poste? Rien n'empêche le nouveau Premier ministre de nommer des membres du gouvernement qui étaient jusque-là en poste. Ah oui, non, il parle d'autre chose, oui. C'est d'autant moins improbable que le dernier gouvernement comptait de nombreux membres provenant des rangs de la droite, comme Rachida Dati, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, Gérald Darmanin, Frédéric Valtou, Aurore Berger, ah oui, c'est vrai, etc. D'autre part, de nombreux ministres du gouvernement Attal ont publiquement proposé de rester en poste au nom de la stabilité, à l'instar de Nicole Belloubet. Ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai oublié de dire, et heureusement qu'ils le disent, parce que sinon j'aurais complètement passé ça sous silence. Quand vous êtes ministre, vous n'avez pas de limite de mandat. Vous pouvez être nommé autant de fois sur le même poste comme sur un autre poste de ministère. Il n'y a pas de limite de mandat dans le temps. Donc là, la question qui est légitimement posée, c'est est-ce qu'un ministre qui était d'un ancien gouvernement, il a le droit d'être renommé ministre dans le nouvel gouvernement? Eh bien, effectivement, la Constitution, j'ai envie de dire l'autorise, mais c'est surtout qu'elle ne l'interdit pas. C'est surtout comme ça qu'il faut comprendre la Constitution. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où, rappelez-vous, puisque le gouvernement doit satisfaire au plus grand nombre de députés de l'Assemblée nationale. Donc à partir du moment où l'Assemblée nationale estime que c'est une bonne solution, Michel Barnier peut très bien choisir de conserver Gérald Darmanin à l'intérieur, Michel Belloubet à l'éducation nationale, Bruno Le Maire à l'économie, voilà, autant de ministres démissionnaires que nécessaire. Il pourrait même techniquement reprendre tous les mêmes ministres, garder les mêmes intitulés de poste et faire du neuf avec du vieux, finalement, tant que l'Assemblée nationale s'estime satisfaite. Dans les faits, ça va être plus compliqué, puisque de toute façon, Michel Barnier n'est pas de centre, mais est du parti de droite,
les Républicains, donc il va forcément devoir nommer des ministres du parti des Républicains pour pouvoir justement s'assurer du soutien de son propre parti, dont il est issu, parce que sinon, à la première motion de censure, son gouvernement est renvoyé. Mais du coup, voilà, il y a fort à parier que dans le nouveau gouvernement, d'autant plus que voilà, et on a fait la liste des noms, il y ait potentiellement des anciens ministres qui étaient là sous Elisabeth Borne, Gabriel Attal, qui soient renommés ministres. Mais ça peut très bien être sur le même poste, sur le même ministère, ou bien sur d'autres ministères. Il peut très bien choisir, bah, un petit peu justement, tiens, on va prendre le cas avec Nicole Belloubet, qui était donc jusqu'à présent ministre de l'Éducation nationale. Pendant le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, celui d'Édouard Philippe, il me semble, hein, ou alors c'était celui de Jean Castex, je ne sais plus. Ah non, 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 parce que c'était François Bayrou. Bref, Nicole Belloubet, je ne sais plus pendant quel ministère c'était, enfin pendant quel gouvernement, mais Nicole Belloubet a été ministre de la Justice avant. Ensuite, elle n'a pas été renommée ministre entre-temps, puis là, elle a été choisie en tant que ministre de l'Éducation nationale jusqu'à présent. Je crois qu'elle a aussi été ministre des Armées. Non, c'était Florence Parly. Oh là là, ça y est, je commence à mélanger les noms. Faut dire que le gouvernement de Gabriel Attal, il est resté tellement peu en poste parce qu'il a été nommé en janvier et il a été démis en juillet, donc 6 mois, voilà. Un CDD de 6 mois, voilà. C'est un contrat jeune, voilà, pour Gabriel Attal, hein. Bref, je digresse et je divague. Mais effectivement, on a le droit de nommer des gens ministres autant qu'on le veut et qu'on le souhaite. Et d'ailleurs, on peut même nommer un ministre qui est sur un ministère et le nommer en plus sur un autre ministère, comme on avait eu le cas avec Amélie Oudéa-Castéra, qui était précédemment sous Elisabeth Borne, ministre des Sports, qui a été nommée dans l'intérim avant la nouvelle ministre. Elle a été ministre en plus des sports, de l'éducation nationale. Elle assurait l'intérim quand Gabriel Attal était alors ministre de l'éducation nationale, puis a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Donc en fait, elle a assuré un intérim. Normalement, en fait, c'était pas un intérim, ça devait rester elle devait être ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Or, il se trouve qu'il y a eu différentes casseroles politiques qui ont fait qu'elle s'est décrédibilisée. Et donc, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont dû revoir leur copie et nommer un ministre de plein exercice de l'Éducation nationale. Donc en soi, si vous voulez, au niveau des intitulés et des missions, on peut faire des ministères un petit peu fourre-tout, on peut faire, voilà, mettre plein de choses ensemble et dire très bien ça peut faire un ministère. Moi par exemple, mettons dans la situation, je suis Premier ministre, je peux très bien dire, je vais nommer Paul ministre de l'Éducation nationale, des Transports, de l'écologie et de l'égalité hommes et femmes. On peut avoir autant d'intitulés de ministères qu'on veut. Et puis à côté, je vais nommer Bidule, ministre de l'Intérieur, des Armées, de l'Économie et du SNU. Voilà, je peux faire autant d'intitulés de postes que ça. C'est vraiment... on crée... Paul de fesses. Ah non! Au secours. Ah non, maintenant j'imagine c'est pourquoi je dis Paul, ouais. Ah bah tu m'étonnes, hein. Tout part à la dérive. Tu m'étonnes avec un ministère comme ça que tout part à la dérive, hein. Bref, nous digressons. En fait, on fait que petit teasing pour jeudi finalement, pour les jeudis de la défense sur Phoenix Wright, où vous me verrez en tant qu'avocat de la défense essayer d'innocenter mes clients. Voilà, mais c'est une parenthèse pour jeudi. Rendez-vous 15 h. Voilà. Alors, là, on va passer un petit peu plus, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais pouvoir parler un petit peu plus sur le lien qu'a le gouvernement avec l'Assemblée nationale. L'échange de bons procédés, cette question de responsabilité qu'ont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif entre eux. Avec cette question, Michel Barnier doit-il prononcer un discours de politique générale?
Alors, qu'est-ce qu'un discours de politique générale? C'est tout simplement le Premier ministre, une fois qu'il est nommé et qu'il a son gouvernement, il va aller à la tribune devant les députés et il va faire donc ce qui s'appelle donc ce discours de politique générale. Il va dire concrètement, Mesdames et Messieurs les députés, je me présente, je suis Premier ministre, voici mes ministres et voici mon gouvernement. Ensemble, nous allons faire tel projet, telle réforme, telle loi, pour apporter tel truc. Nous allons revoir tel dossier. Nous allons laisser tomber tel projet. Bref, il donne sa feuille de route, ce qu'il veut faire pendant le temps où il sera Premier ministre et que son gouvernement sera en exercice. Et justement, ça fait partie de cette question de responsabilité. Le gouvernement doit rendre des comptes à l'Assemblée nationale, et notamment en présentant un discours de politique générale. Et en fait, c'est pas simplement pour le plaisir de parler à la tribune et de dire que sa politique c'est la meilleure. C'est tout simplement parce que si ce discours de politique générale ne plaît pas à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, j'ai dit l'Assemblée générale, il me semble, je préfère le redire, l'Assemblée nationale peut choisir donc de censurer le gouvernement, de lui dire bah t'es mignon mais ta politique on n'en veut pas, voilà la sortie, c'est par là. Voilà, je reviendrai un petit peu plus là-dessus. L'Assemblée nationale peut le faire par deux moyens. Soit lors du discours de politique générale, au moment où le Premier ministre demande ce qu'on appelle un vote de confiance. C'est-à-dire qu'il demande aux députés de voter sur la question suivante, est-ce que vous me faites confiance? Si les députés disent oui, on vous fait confiance, le gouvernement est investi et peut appliquer la politique qu'il vient de dire pendant son discours de politique générale, soit au moment du vote de confiance, les ministres, les députés votent en majorité pour le non et disent non, non, on vous donne pas la confiance, et auquel cas, la sortie c'est par là. Voilà. Ce qui revient à censurer le gouvernement. Il se trouve, et justement j'imagine que c'est ce que les paragraphes vont dire, que le vote de confiance dans la Ve République, par rapport à d'autres régimes, n'est pas obligatoire. Le Premier ministre, quand il monte, bah d'ailleurs le discours de politique générale, de mémoire, je crois qu'il n'est même pas obligatoire. Il est chaudement recommandé, parce que sinon c'est compliqué de savoir quelle politique le Premier ministre veut faire s'il ne la détaille pas à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais du coup, le vote de confiance est facultatif. Il a le droit de faire son discours et dire moi je vais faire ça, voilà, on y va, c'est parti. Et de terminer son discours sans vote de confiance envers son gouvernement. C'est tout à fait le droit du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a ce pouvoir-là, contrairement à d'autres instances de vote du Parlement. Là, c'est le Premier ministre qui décide s'il veut que les députés votent la confiance de l'Assemblée. Quand on est dans des gouvernements précédents où il y a clairement une majorité absolue, on va dire, ça fait partie du jeu politique. Le gouvernement vient et dit, eh ben voilà, voilà ma politique. Est-ce que vous me votez la confiance? Et bien souvent, il y a aucun suspense, le parti au pouvoir vote la confiance du gouvernement. Mais là, en fait, il se trouve que depuis 2022, les élections législatives de 2022, qui a fait que pour la première fois, enfin pour la première fois et pour un temps assez long, un gouvernement, enfin un parti, le parti au pouvoir n'avait pas la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des sièges de l'Assemblée, mais simplement une majorité relative, c'est-à-dire que c'était eux qui en avaient le plus, mais pas plus de la moitié. Et bah du coup, c'est ce qu'a fait notamment Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Ils n'ont pas demandé la confiance du gouvernement. Parce qu'en fait, ils le savaient, que s'ils demandaient la confiance du gouvernement, et ben en fait, il y allait y avoir une majorité de députés qui allaient voter contre la confiance plutôt que pour la confiance. Et donc, en fait, ça aurait été dommage, à peine nommé, on vous présente la sortie, et en fait, faut renommer un nouveau Premier ministre.
Alors, j'imagine que c'est globalement ce que va expliquer ce paragraphe. Si rien ne l'y oblige, il est d'usage qu'un nouveau Premier ministre vienne devant l'Assemblée nationale et le Sénat pour présenter les lignes directrices de son programme, dans ce qu'on appelle une déclaration de politique générale. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est chaudement recommandé de le faire à la fois à l'Assemblée nationale, qui est la chambre des élus, et le Sénat, qui est la chambre des territoires, qui compose donc le Parlement de la République française. La Constitution n'impose aucune forme ni aucun calendrier. En début d'année, Gabriel Attal n'avait livré sa déclaration de politique générale au Palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. En fait, c'est une prosopopée. On appelle une instance du pouvoir par le lieu qu'elle occupe. Donc le Palais Bourbon, c'est l'Assemblée nationale, à contrario du Palais du Luxembourg, qui est le Sénat. Comme on parle de Matignon pour parler du Premier ministre, et de l'Élysée pour parler du président. Donc Gabriel Attal n'avait livré sa déclaration de politique générale que 21 jours après sa nomination à Matignon. Nommée le 16 mai 2022, et Elisabeth Borne avait attendu 51 jours. Et oui, parce qu'en plus, on était sur une période où il me semble que le Parlement n'était plus en session, et donc il avait fallu appeler une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour ce discours de politique générale, justement. Ce discours de politique générale, donc, peut être l'occasion pour le nouveau Premier ministre d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en proposant aux députés de voter pour ou contre la confiance dans la foulée de son intervention. Mais cette procédure, prévue à l'article 49 de la Constitution, et vous savez que l'article 49, c'est finalement l'article un peu vedette de la Constitution, n'est pas obligatoire. Si Édouard Philippe ou Jean Castex s'étaient livrés à l'exercice lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui ne disposaient que d'une majorité relative, ne s'y sont pas risqués. En effet, en cas de rejet par plus de la moitié des députés, ce vote de confiance force le gouvernement à démissionner. Le vote de confiance, il est très lourd de conséquences quand il est refusé, parce que c'est pas que du coup l'Assemblée nationale n'a pas confiance dans le gouvernement, mais va quand même lui laisser appliquer sa politique, c'est que c'est une censure automatique. C'est que si un vote de confiance ne passe pas, et bah du coup, cette démission immédiate du gouvernement est forcée. Donc c'est pour ça que Gabriel Attal et Elisabeth Borne ne s'y sont pas risqués, puisque là c'était à coup sûr se suicider politiquement que demander la confiance du Parlement. Là où Édouard Philippe ou Jean Castex, qui eux avaient la majorité absolue des députés centristes avec eux, pouvaient largement demander la confiance du Parlement. Donc ça, c'est le premier moyen pour le Parlement de censurer le gouvernement en exercice. C'est au moment de sa prise de fonction. Si jamais le gouvernement demande sa confiance, eh bien, il peut le censurer à ce moment-là. Le gouvernement peut aussi être censuré tout au long de la séance ordinaire du Parlement, si jamais des députés réunis décident de déposer ce qu'on appelle une motion de censure pour censurer le gouvernement. À savoir que la motion de censure est une prérogative exclusive de l'Assemblée nationale. Le Sénat ne peut pas en déposer. C'est pour ça que bien souvent on dit que c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une motion de censure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un texte. On prend une feuille de papier, on écrit voilà, la liste des députés qui veulent censurer le gouvernement, puisque là c'est écrit dans l'article, il faut 58 députés sur 577, donc 10% de l'Assemblée nationale, pour déposer une motion de censure. Il faut un minimum de députés pour pouvoir déposer cette motion. Donc c'est un texte qui va réunir les 58 minimum députés qui sont pour la motion de censure, avec généralement c'est un petit texte qui dit nous on n'aime pas le gouvernement parce que, et on en donne les raisons, et en fait on dit nous voulons censurer le gouvernement. Et à partir de là, nous entrons dans la phase de motion de censure. Donc ce texte, il est déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Donc voilà, alors, généralement, les 58, ils débarquent pas d'un coup dans le bureau de la présidente parce que ça fait un peu beaucoup de monde. Mais voilà, il y en a un qui va arriver dans le bureau de Yael Braun-Pivet. Bonjour, hop, motion de censure. Merci de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Faut savoir que du coup, d'ordinaire, l'agenda de l'Assemblée nationale, il est géré à la fois par le gouvernement et par le bureau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, de mémoire, il a le contrôle de à peu près au total 5 à 6 mois du calendrier de l'Assemblée nationale. Et ensuite, l'Assemblée nationale a les 7 à 8 semaines qui restent, qui se répartissent comme ils veulent dans l'année sur les projets qu'ils veulent et sur les missions qu'ils souhaitent. Or, quand il y a une motion de censure, peu importe le calendrier, dans tous les cas, sous 48 heures, l'Assemblée nationale doit se réunir pour savoir s'ils veulent voter la censure du gouvernement, donc s'ils veulent renvoyer le gouvernement et qu'il démissionne. Dans ce cas-là, l'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, non, pas en séance extraordinaire, pardon, pas en séance, en séance extraordinaire. Session extraordinaire, c'est autre chose. Et j'en parlerai pas aujourd'hui, puisque là, on est vraiment sur le pouvoir exécutif. Donc, il y a une séance extraordinaire qui est convoquée, où en fait, les députés de tous les groupes politiques de l'Assemblée vont expliquer s'ils veulent censurer ou pas le gouvernement. Un tel du groupe écologiste va dire bah nous on veut censurer le gouvernement parce que un tel du groupe Horizon va dire bah nous on est du camp présidentiel, on veut pas censurer le Premier ministre. Un tel du groupe Les Républicains dire que on va pas censurer le gouvernement mais faites attention à pas franchir des lignes rouges, etc. etc. À l'issue de cette discussion, le vote va être organisé. Et là, en fait, on ne peut voter que pour une motion de censure. C'est-à-dire que si vous êtes pour la censure du gouvernement, vous allez voter. Si vous n'êtes pas pour, vous ne votez pas. Et en fait, c'est la différence justement avec le vote de confiance qui en fait c'est vous êtes pour ou contre. Là, c'est simplement sont recueillis les suffrages qui sont pour. Et pour que le gouvernement soit censuré, il faut qu'il y ait la majorité des membres composant l'Assemblée nationale qui votent. Il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Il faut donc qu'il y ait minimum 289 députés qui votent cette motion de censure pour que le gouvernement soit renversé. Et c'est pas au prorata des gens qui sont présents au moment où l'Assemblée enfin où on est dans cette séance extraordinaire. C'est vraiment sur l'ensemble des 577 députés. Donc des motions de censure, il y en a très régulièrement qui sont déposées par les députés. En revanche, très peu sont votés. Il me semble qu'à ce jour, aucune motion de censure n'a été votée sous la Ve République. Donc c'est justement pour ça que les gouvernements préfèrent affronter des motions de censure plutôt que des votes de confiance, puisque les premiers sont plus difficiles à mettre en œuvre que les seconds qui en fait peuvent envoyer sur le bio un gouvernement. Donc voyons ce qu'en dit Le Monde à ce sujet. Même si Michel Barnier n'engage pas sa confiance, les députés ont la possibilité de tenter de le renverser, comme le prévoit encore l'article 49 de la Constitution. Pour cela, il faut d'abord réunir la signature d'un dixième de l'hémicycle pour pouvoir déposer une motion de censure spontanée, soit 58 députés sur 577. Cela sera possible dès que l'Assemblée commencera à siéger, c'est-à-dire au plus tard le 1er octobre, voire avant si Emmanuel Macron convoque une session extraordinaire, comme le demande la présidente de l'Assemblée. Alors ça par contre, ça a changé puisque du coup, toutes les personnes qui ont pouvoir de convoquer une session extraordinaire, ne sont plus d'avis de la convoquer. Donc, quoi qu'il se passe, l'Assemblée nationale et le Sénat d'ailleurs reprendront leurs travaux le 1er octobre à l'ouverture de la session ordinaire. Il faut savoir que, ils vont peut-être le dire, ah bah voilà, bah c'est ce que je disais. Une fois la motion de censure déposée, un vote est organisé dans les 48 heures. Si une majorité absolue des députés, soit 289 députés sur 577 l'approuvent, le gouvernement est contraint de démissionner et le président doit nommer un nouveau Premier ministre. Ce scénario est loin d'être impossible dans la configuration de la nouvelle Assemblée nationale issue des élections législatives de juin-juillet
éclatée et majoritairement hostile au président Macron. Les socialistes ont déjà annoncé qu'ils censureraient le gouvernement Barnier, tandis que le Rassemblement national conditionne sa décision à la teneur du discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Le camp présidentiel et la droite républicaine, anciennement... Ah voilà, c'est le nouveau groupe parlementaire, c'est vrai, la droite républicaine, devraient de leur côté soutenir l'ancien commissaire européen. Forcément, il est de leur camp. Donc voilà un petit peu pourquoi les gouvernements préfèrent affronter les motions de censure plutôt que les votes de confiance. Or là, on est dans une situation où même une motion de censure serait compliquée pour Michel Barnier. C'est ce que j'expliquais dans l'agenda politique d'hier sur le, le poids qui pèse sur les épaules de Michel Barnier. Il doit composer un gouvernement qui va devoir satisfaire la majorité absolue des députés s'il ne veut pas essuyer une défaite à la première motion de censure. Or, s'il a le soutien de la droite et du centre, ça n'est pas suffisant pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je vais remontrer hop, la, la petite ressource d'hier du Monde qui l'illustrait bien. Attendez que je la retrouve. Oh là, je suis remonté trop loin, attendez. Non, je suis pas remonté assez loin. Là, non. Voyons voir. Nanana, c'est pas là, j'y suis presque. Hop, voilà. Tac. Donc, petite ressource du Monde qui permettait de savoir en l'état les risques de censure d'un gouvernement en fonction de sa couleur politique. Donc, si on prend la situation juste de la droite et du centre de Michel Barnier, si jamais il y a une motion de censure qui est déposée, elle peut être votée par les communistes, par la France insoumise, par les écologistes et par le PS, qui forment le nouveau Front populaire, la coalition de gauche aux élections législatives. Mais si ça plaît pas à la coalition d'extrême droite, eh bien cette motion de censure peut très bien être votée par le Rassemblement national et par les députés ciotistes qui rejoindraient le vote de cette motion de censure. Donc vous voyez que si on a juste la gauche qui vote une motion de censure, le gouvernement reste en place. Or, si l'extrême droite vote aussi la motion de censure, on se retrouve dans une situation de majorité absolue des suffrages, et donc le gouvernement est renversé. Et en fait, l'inverse est vrai. Si l'URN dépose une motion de censure pour censurer le gouvernement, mais qu'en fait elle n'est pas votée par le reste de l'Assemblée, le gouvernement tient. Donc, compte tenu de cette situation politique, le Premier ministre a tout intérêt, s'il veut garantir sa longévité, de travailler avec le centre et l'extrême droite pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et donc là, on ne va pas parler en termes de censure sur ce que je vais vous projeter, mais en termes de soutien, c'est-à-dire que demain, si jamais il y a un gouvernement de centre, de droite, qui est formé, mais avec des éléments programmatiques. Oui, ça fait beaucoup, ça fait très Logivers aussi, c'est pour ça que j'aime bien le présenter. Mais que on ajoute des éléments programmatiques de l'extrême droite, on est susceptible d'avoir un soutien. Donc vous voyez, on voit pas, faut pas lire censure ici, il faut lire soutien, hein. Et que donc le gouvernement sera soutenu. Qu'importe que ce soit, alors vote de confiance peut-être pas, mais en tout cas motion de censure, tous ces partis-là ne voteront pas la motion de censure. Ce qui fait que du coup, le gouvernement Barnier pourra tenir. Voilà un petit peu l'équilibre sur lequel Michel Barnier se situe et ce que j'ai déposé, ce que j'ai expliqué hier, notamment ce qui est une sorte de victoire idéologique supplémentaire de l'extrême droite qui impose un peu plus ses idées dans la fenêtre de la politique. Alors, j'en étais où? Nanana, ouais, voilà. Même si le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, avec leurs 319 sièges cumulés, dépassent largement le seuil nécessaire pour renverser Michel Barnier, il n'est pas évident qu'ils acceptent d'unir leurs voix. Pour que la motion de censure fonctionne, il faut en effet que les différents blocs d'opposition votent la même motion de censure. Et oui, parce que chacun peut déposer sa motion de censure, mais du coup,
on fusionne pas les deux motions de censure en une seule, on fait pas un seul vote sur une motion de censure. Une motion de censure peut très bien recevoir un nombre de voix, une autre motion de censure un certain nombre de voix, mais on les additionne pas. Donc du coup, si jamais il n'y a pas de majorité absolue sur l'une des deux motions de censure, le gouvernement sera maintenu. Au cours des 2 premières années du quinquennat, l'ensemble des 17 motions de censure déposées par la gauche, l'extrême droite et les indépendants du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, LIOT, avaient échoué, faute d'alliance entre les oppositions, qui avaient à chaque fois déposé des motions distinctes. Et oui, parce qu'on est dans une situation où en fait, tous ne veulent pas voter les motions de censure, parce que comme je vous ai dit, c'est un texte qui dit on veut censurer le gouvernement parce que, et on donne une liste d'arguments politiques qui dit bah nous on n'aime pas parce que si, parce que mi, etc. Et donc, si une motion de censure est votée par un groupe politique, est déposée par un ensemble politique, un groupe politique, les termes sont très importants, puisque du coup, d'autres groupes politiques peuvent ne pas voter la motion de censure. En effet, si l'extrême droite dépose une motion de censure et qu'il la vote en disant nous censurons le gouvernement parce qu'on voulait une politique pour renvoyer les immigrés, pour favoriser les blancs et il y a les full discrimination, voilà. Et ben en fait, vous pouvez être sûr que la gauche ne voterait jamais une telle motion de censure. À l'inverse, si la gauche présente une motion de censure en disant nous censurons le gouvernement parce que c'est une politique qui est définitivement beaucoup trop à droite, qui casse notre société, nos services publics, qui est un déni de démocratie, qu'est-ce que je peux rajouter, qui ne prend pas à cœur les questions écologiques, enfin voilà, rajouter, insérer liste d'arguments de gauche pour la motion de censure, il n'est pas exclu que, par exemple, le groupe Lyot vote la motion de censure, et encore moins ceux du Rassemblement national et de la droite. Et c'était justement tout le jeu politique qu'ont fait le Rassemblement national lors de la précédente législature, sous celle de Elisabeth Borne, qui en fait disait que eux, ils soutiendraient systématiquement toute motion de censure qui allait dans ce qu'ils appelaient eux le bon sens. Et en fait, du coup, ils votaient les motions de censure de la gauche, là où la gauche maintenait le barrage républicain et le cordon sanitaire, et ne votait pas les motions de censure de l'extrême droite. Et donc, la motion de censure qui a eu le plus de voix recueillies, c'était celle déposée lorsque Elisabeth Borne justement engageait sa responsabilité sur le vote de la motion, sur le vote de la réforme des retraites, pour qu'elle soit votée enfin, pour qu'elle soit approuvée sans vote du Parlement, à moins qu'une motion de censure soit déposée. Et donc, en fait, là, c'était les députés du groupe Lyot, Liberté ou Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui s'étaient alliés à différentes forces politiques de l'Assemblée pour déposer une motion de censure transpartisane qui puisse être votée par le maximum de personnes. Il fallait 289 voix pour qu'elle soit adoptée. Elle en avait recueilli 282. Elisabeth Borne avait failli se faire censurer à 7 voix près à l'époque, alors que le gouvernement était encore en situation de majorité relative. Voilà pourquoi cette situation maintenant de minorité dans laquelle le gouvernement s'apprête à entrer peut très rapidement mener, enfin réduire son expérience de vie à peau de chagrin. Voilà un petit peu ce qui lie le pouvoir exécutif au pouvoir législatif. À ce jour, dans l'histoire de la Ve République, une seule motion de censure spontanée a été menée jusqu'au bout. Ah pardon, il y en a quand même une qui a été adoptée, c'est vrai, je l'avais oublié. Ah bah oui, celle qui avait renversé Georges Pompidou le 5 octobre 62 par 280 voix sur 480 possibles. Oui, parce qu'à l'époque, l'Assemblée nationale n'était pas à 577 sièges, le nombre de sièges évolue avec le temps. Là, il y en avait 480, et donc du coup, il avait été bel et bien censuré
par le vote d'une motion de censure. Et la blague, c'est que du coup, en plus, Georges Pompidou s'était présenté devant le président de la République, et en fait, le président lui avait dit non mais en fait, je refuse ta démission. Voilà, retourne au boulot. Et en fait, du coup, il s'est représenté devant le Parlement avec un nouveau gouvernement, et cette fois, il n'a pas été censuré. Donc vous voyez comme quoi, en fait, l'équilibre des pouvoirs, des missions de chacun fait que il y a différents scénarios qui peuvent se produire. Donc même un gouvernement censuré peut être en fait remis dans ses fonctions par le président de la République. C'est son pouvoir et son droit le plus absolu, tel que prévu dans la Constitution de la cinquième. Voilà un petit peu donc sur le lien de responsabilité entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, spécifiquement, puisque c'est eux qui détiennent le pouvoir de censure de l'Assemblée. Est-ce que ça va bien pour vous? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Voilà, n'hésitez pas à vous, à vous lever, à vous, je trouve plus mes mots, ça y est, à vous manifester dans le chat, voilà. Euh, bon bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas de retour. Donc ça résume un petit peu le rôle du gouvernement dans la cinquième République. D'accord, c'est noté, c'est noté bazar, bazar les faits, bazar des faits, bazar les faits, n'importe quoi, bazar les faits. Allez hop, motion de censure contre les faits. Oh là 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 là. Je commence à bafouiller. En même temps, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire. Donc voilà un petit peu. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce premier café normand en parlant du gouvernement, puisque justement, vous voyez que en fait, il y a comment dire, une théorie, et qu'en fait, en pratique, avec la situation politique dans laquelle on est, eh ben, la pratique s'avère un petit peu plus compliquée que telle qu'elle est prévue dans la Constitution de la Cinquième République. Tiens, je vais remettre, hop, je vais mettre ce graphe qui... Ah oui, alors, comment je peux faire? Hein, Mon cadre! Ah, qui permet de résumer justement l'organigramme du fonctionnement de la Cinquième République. Et donc, bon, est-ce que vous le voyez bien ou il faut que j'agrandisse la fenêtre parce que là, moi, je vois ça tout petit vu d'ici. Ouais, tu me diras, ça va être l'occasion de recadrer la fenêtre. Hop, hop, voilà. Tac, hop. Voilà. Donc ça, c'est l'organigramme justement du fonctionnement de la République, dont toutes les institutions euh, et le fonctionnement tel qu'il est prévu par la Constitution. Et donc voilà, pour vous dire que on vient de voir ensemble précisément le gouvernement, mais que vous voyez qu'il est en lien avec l'ensemble du pouvoir exécutif. On a parlé un petit peu du Parlement et du pouvoir législatif, et un petit peu des missions, des prérogatives et des responsabilités de chacun par rapport donc à cette question qui était le gouvernement. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si la prochaine fois, dans le cadre de la semaine prochaine, on fera un focus sur d'autres éléments de cet organigramme de la Cinquième République. Moi, ouais, je me suis bien amusé à le faire. C'était très intéressant à faire, je trouve. D'autant plus que là, pour le coup, j'ai vraiment, enfin, je pourrais dire encore plein de choses parce que, vous voyez, j'ai pas parlé des administrations et des administrations de l'État. J'ai pas parlé de comment sont faites les lois, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à dire sur lesquelles, en fait, il y a un lien avec le gouvernement, mais j'ai quand même voulu rester un petit peu léger pour une première introduction, parce que mon but, c'est vraiment de faire de la pédagogie et de m'assurer que tout le monde
puisse comprendre et que je parte pas direct dans des considérations. Oui, alors les lois sont votées par le Parlement réuni en chambre, soumis au Conseil constitutionnel, patati patata, parce que là c'était sûr que j'allais perdre des gens. Moi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui soit compréhensible par le plus de gens possible, donc je souhaite rester assez général sur les mots que je dise, sur les mots que je dise. Ouf! Oh là 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 là! Et ouais, bah, je commence à plus avoir de voix, donc voilà, je souhaitais rester assez abordable sur les termes que j'emploie pour être sûr que je sois compris de tous. J'espère que ça a été le cas pendant ce café normand. Voilà. Euh, En tout cas, c'en est fini, si je puis dire, de la partie sur, euh, sur le gouvernement, tel que moi j'ai prévu de l'aborder. Peut-être qu'un jour dans le futur, je ferai un truc plus poussé en reprenant ce que j'avais dit sur ce stream-là, pour faire quelque chose de plus poussé, plus complet et de plus exhaustif. Mais pour l'instant, on va se limiter à ce premier niveau de compréhension, j'ai envie de dire, pour, euh, pour ce café normand-là. Et puis je voulais surtout le replacer dans ce contexte politique pour vraiment mettre l'emphase sur la différence entre la théorie et la pratique, qui est que quand bien même la Constitution prévoit une procédure finalement et des compétences pour chacun, bah, c'est un peu plus compliqué que ça avec cette Assemblée nationale qui s'ouvre à nous. Voilà globalement pour moi. Hop, je vais retourner sur cet écran-là puisque de toute façon j'ai plus rien à projeter.